Gabrielle Laborde-Balin, je suis anthropologue de la santé et basée au CRCF, au Centre de recherche clinique de Fannes. Et j'ai le plaisir de présider cette session, de modérer cette session sur le rapport de session. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir tous les chercheurs qui vont faire la synthèse de ces sessions qui nous ont rassemblés pendant ces 3 journées. Docteur El-Hadj Malissi Camara, professeur Roch Ouinien qui est là, Monsieur Mathieu Pabre, docteur Roger Terbeau, docteur Tidiane Doy et docteur Koudiasso. Nous allons commencer avec le docteur El-Hadj Malissi Camara, qui est enseignant-chercheur en anthropologie au département de sociologie à l'UCAD au Sénégal. Et il va nous faire la synthèse de la première session de A des circulations de substances et contextes sociaux de consommation. Docteur Camara, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Je vais m'acquitter à cette redoutable tâche qui consiste un peu à donner une synthèse des différentes présentations. Donc, nous avions eu droit à 5 présentations, 5 communications portant sur la thématique des circulations des substances et contextes sociaux de consommation. Cette session a été présidée par professeur Aïda Silla, et la première communication a porté sur le mésusage du tramadol par les conducteurs de mototaxi à Garoua. Et dans cette communication, nous avions eu droit à une présentation qui a mis le focus un peu sur l'usage du tramadol par les conducteurs de mototaxi. J'ai envie de dire moto Jakarta, comme au Sénégal. Et cette communication a montré que plus de 63% des conducteurs de mototaxi recourent au tramadol, et parmi les motifs de consommation, nous avons des raisons professionnelles, soit 77% des usagers qui évoquent des raisons professionnelles, mais également la communication a montré que parmi les usagers, 95% prennent justement le tramadol pour des raisons aussi professionnelles, mais également la dose journalière aussi entre 77% et 95%, entre 95% et 77%, 77% et 95%, mais également la dose, les pharmacies sont essentiellement approvisionnées par le circuit du Nigeria, qui constitue la principale source d'acquisition du tramadol sous forme de gélules. Et enfin, cette présentation a pu montrer l'usage aussi d'une drogue qu'on peut qualifier de drogue locale, Sukudai, drogue traditionnelle qui est utilisée par 18% des conducteurs de mototaxi. Et les conséquences sont multiples, et parmi les conséquences de l'usage, nous avons les accidents mortels avec invalidation, soit 7 sur 10, mais également les agressions et des rixes quotidiennes et une forte mortalité. La deuxième communication a porté sur les représentations sociales de la toxicomanie et expansion du phénomène en milieu urbain ivoirien. Et dans cette présentation, Michel-Ange Dago cherche à analyser le lien entre les représentations sociales et l'expansion de la toxicomanie en milieu urbain. Et après avoir montré la prévalence de cette
de l'utilisation et de la circulation des produits, le docteur a souligné que les actions de lutte contre le phénomène se multiplient à travers la mise en place de structures étatiques de prise en charge. Cependant, justement, il y a toujours un ventre mou dans les politiques de prise en charge au niveau étatique. Les usagers sont considérés comme responsables de leur situation et sont considérés comme des malades, mais également sur les représentations associées à l'usage des drogues. D'autres associent la toxicomanie à des causes surnaturelles et ces représentations contribuent à la faible prise en charge des toxicomanes qui sont considérés comme des malades, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la troisième communication a porté sur les dynamiques sociales de l'émergence de nouveaux espaces de consommation de substances psychoactives, le Val-Val plus particulièrement, dans les villages ruraux. Et dans cette communication, Dr Rebecca Kakou a montré que les pratiques émergentes dans les espaces sociaux ou les espaces de consommation du Val-Val dans la sous-préfecture et leur implication dans les comportements des populations, mais également leur implication dans les changements sociaux. Et ces nouveaux espaces sociaux de consommation de substances psychoactives sont les kiosques, les cafés, les gares, les chapelots, les drômes, les maquis, les espaces de sociabilité, où les jeunes se rassemblent régulièrement. Et c'est les usagers, la recherche de sécurité, la marginalisation sociale, la désillusion face au système de gouvernance traditionnel sont considérés comme étant les principales motivations. Nous avons eu aussi droit à une quatrième communication qui a porté sur la circulation des drogues pendant le Magal et au Sénégal, et présentée par Mohamed Diop, qui est doctorant, et il décrit le contexte de Touba, qui est un contexte justement de no man's land, autrement dit, c'est presque une zone désinvestie par les pouvoirs publics sur beaucoup de questions. Et le Magal est considéré comme un moment de forte circulation de drogue. Et il y a une existence aussi d'une communauté thérapeutique à Nindi qui est à 7 km de Touba. Et dans sa présentation, Dr Mohamed Diop a montré qu'ils sont communément appelés les drogues les utilisées, pion, pulse. Il y a des termes qui sont utilisés par les communautés des usagers. Et cette présentation aborde aussi les avantages et les contraintes qui sont liées au usage de méthadone. Avantage, par exemple, il s'agit d'avoir le temps d'effectuer le pèlerinage, mais également la disponibilité et les implications dans les activités du Magal pour mieux s'investir dans les activités du Magal qui, par exemple, demandent beaucoup d'énergie. Et en définitive, le Magal est vécu et apprécié par les usagers comme un moment d'intégration religieuse, mais aussi comme un moment de convivialité avec justement les formes de sociabilité qui se développent pendant le Magal et autour justement du produit, à savoir justement les substances qui sont utilisées comme étant des drogues. Donc, les discussions, il y a une communication aussi de Benoît qui a porté un peu sur les drogues injectables, mais cette communication, en fait, n'a pas mis le focus sur les drogues injectables et l'assistance avait montré qu'il s'agissait plus de cannabis et d'autres formes de substances et non pas sur les drogues injectables. En effet, il a mis le focus dans un premier temps sur la situation d'enclavement de Casamance, de la zone, mais également sur le conflit casamassé qui, en réalité, permet le développement d'une forme d'économie parallèle, mais également d'activité parallèle. Et il a montré que la narcoculture remonte aux années 70 et le fait que cette narcoculture remonte date justement à une longue présence en Casamance, fait que la Casamance aussi a su développer une certaine économie parallèle et que la culture du chanvre indien a induit des transformations
sociale, mais également si nous voyons l'habitat, mais également le financement de la scolarisation des enfants dans cette zone dépend en partie de la culture du cannabis. Et les discussions de façon générale sur cette session ont porté sur la nécessité d'éviter certains termes à connotation péjorative comme la toxicomanie, puisque plusieurs présentations ont porté sur la toxicomanie et certains avaient jugé qu'il fallait un peu, entre guillemets, bannir cette terminologie dans le jargon un peu, entre guillemets, scientifique. Il y a aussi la nécessité de fonder des évidences, de fonder des réponses basées sur les évidences scientifiques en essayant de documenter des problématiques qui le seraient moins ou qui le sont moins. En tout cas, merci beaucoup. J'ai dépassé, je pense. Merci beaucoup pour cette synthèse très complète. Je vais donner la parole maintenant au professeur Rokounien, professeur d'anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, directeur du laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, le LAMA, à Cotonou, au Bénin. Professeur, vous avez la parole pour la synthèse sur la session sur des consommations dans des trajectoires de vie. La session 2B est intitulée « Des consommations dans des trajectoires de vie ». Elle a été modérée par le Dr Ibrahim Dia, qui est sociologue à l'université Cheikh Anta Diop, et rapportée par moi-même, donc anthropologue à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Au cours de cette session, nous avons eu droit à 5 communications articulées autour de 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En général, les travaux proposés par les collègues traitent des produits consommés, des contextes d'utilisation, des profils sociologiques des personnes concernées, des espaces sociaux de consommation et des logiques d'action. Lorsque je fais un aperçu synoptique des présentations, je note que les trajectoires de vie en lien avec la consommation des drogues sont très complexes et très fluides. Elles sont à la fois morales, sociales et de soins, intégrant une diversité d'acteurs, dont les travailleurs de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les adultes, les jeunes adultes au Sénégal par exemple, les usagers des fumoirs en Côte d'Ivoire, les orpailleurs au Mali, des étudiants, les guides touristiques. On retrouve également des profils atypiques, tels que les femmes âgées, les femmes nobles, en guillemets, et des femmes libres, par exemple au Sénégal. Donc, plusieurs profils sociologiques sont en jeu selon les contextes. Les travaux sont en général basés sur une ethnographie fine des situations et les analyses mettent en exergue une diversité de pratiques, de stratégies, de logiques d'action, dont le besoin ou la nécessité de modifier l'expérience sexuelle, de réduire le stress et de trouver la tranquillité, comme ils le disent, oublier les problèmes de la vie, de bien manger et mieux se reposer après les journées ardues de travail, de laver le cerveau, etc. On a également noté que les drogues ont donc des fonctions sociales, de soupape, comme l'a indiqué Alice déployée hier, des fonctions d'intégration sociale, de sociabilité, mais également des fonctions thérapeutiques, modulateurs, l'IA au bien-être, etc. D'où le recours à une diversité de produits aisément disponibles, tels que le tramadol, perçu comme la drogue du pauvre, en guillemets, l'ecstasy, les médicaments psychotropes, détournés. On a également noté que la présence d'un guide, d'un seigneur, d'un coach reste déterminante dans le processus d'addiction aux substances évoquées. Par ailleurs, les situations de consommation sont à la fois intimes, conviviaux et festifs, et les contextes sociaux émergents renvoient aux espaces touristiques, aux parcours initiatiques relevant d'un contrôle social de cohésion sociale au Sénégal, par exemple, au contexte cosmopolite, aux endroits clos et difficiles d'accès, les forêts, par exemple, en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, la consommation du tabac, de l'alcool, de la cigarette est concomitante à celle des drogues. Et la maîtrise des codes sociaux reste essentielle pour assurer la sécurité du groupe. À l'analyse, la précarité et le développement d'économies souterraines sont des facteurs associés à la consommation des drogues dans même pays. Et dans un contexte où cette consommation s'est massifiée ces dernières années, diverses dénominations ont été répertoriées: volé, veau, suisse, bonbon au Sénégal, Hollandia, tanko, 14 au Mali, etc.
Et la promotion des œuvres caritatives est une stratégie développée par des dealers en Côte d'Ivoire, par exemple, pour mobiliser la clientèle et tout en passant en guillemets propre. En s'intéressant aux conduites à risques individuels et à leur signification, les divers travaux rapportent un contexte de déni ou de délégation du risque en termes de santé publique associé à la consommation des drogues, révélant une fois encore la dimension essentiellement sociale du concept. Et les stratégies promues au niveau national sont classiques. Elles renvoient à la nécessité d'une réduction des risques et à la répression. Les discussions générées par ces communications, on note que les différentes expériences rapportées révèlent la complexité des situations et les lacunes des réponses institutionnelles en raison de la faible prise en compte des dynamiques sociales, des dynamiques économiques nécessaires à la formulation de stratégies efficaces. Et cette conjoncture justifie la résilience des pratiques à tous les niveaux. Les réflexions au niveau de notre session ont porté sur la revue des paradigmes en cours, faisant du toxicomane non plus un déviant à mettre en prison, mais un malade qu'il faut guérir. Et la pathologisation du champ des addictions a généré une lecture souvent trop réductrice des dynamiques sociales collectives et individuelles. Et il s'agit maintenant de, comme l'a dit un auteur, replacer les pratiques étiquetées comme déviants dans une problématique plus large, du rapport à l'individu aux autres, du rapport au groupe et à la société en général. Et les travaux de Baker, lorsqu'on fait référence aux ficelles, les ficelles du métier, sont illustratifs de cette nécessité d'analyser cet univers du point de vue de l'acteur social, sans jugement moral préalable, en abordant la question dans toute sa complexité, surtout en dépassant le discours normatique et victimisant. Et la multitude des produits et des pratiques confirme la revue des paradigmes classiques. En guise de perspective et de pistes de recherche approfondies, on est à l'évidence que le champ de la drogue et des produits dopants reste peu exploré en Afrique, en sciences sociales particulièrement, en raison du fait qu'il a été pendant longtemps perçu comme étant les seules catégories du droit et de la médecine. De nombreuses zones d'ombre perdues, des programmes de recherche pluridisciplinaires et interpays sont nécessaires dans l'appréhension des questions essentielles telles que le rôle des femmes dans la circulation et le trafic des drogues, tels que les effets perçus de l'usage des substances, des pistes telles que les rites et la consommation des drogues, donc la dimension ritualisée des drogues, des pistes comme la place des savoirs locaux dans la réponse à la consommation des drogues, ou les différents hommes et femmes dans la gestion de la dépendance, la construction du genre, des pistes telles que les rapports de pouvoir et le concept de violence associé au phénomène des addictions, ou enfin des pistes telles que les pratiques à risque et les dynamiques associées. Il est donc nécessaire de documenter le champ des addictions afin de produire des données probantes qui permettront aux différents intervenants de repenser leurs pratiques et leurs insertions dans un champ plus large. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette synthèse très claire. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Mathieu Favre, qui est responsable de l'unité Sahel du département santé de l'initiative à Expertise France. Il va nous faire la synthèse de la session sur les transformations, adaptations et innovations dans la RDR. Monsieur Mathieu, vous avez 5 minutes. Merci. Donc concernant cette session, nous avons eu 5 présentations de très grande qualité qui ont soulevé beaucoup de questionnements, de très intéressantes discussions avec l'excellente modération du docteur Oumar Samba. Donc une présentation du docteur Albert Gauthier-Ndion au sujet d'une étude du groupe Codisoc sur les interprétations et le vécu de la réduction des risques par les usagers de drogue au Sénégal révèle que de nombreux usagers de drogue interprètent plusieurs composantes de la réduction des risques, du programme échange de seringues, TSO, volet psychosocial, qui sont parfois en décalage, voire en opposition à certains principes de la réduction des risques communiqués par l'équipe du CEPIAD, comme en témoignent plusieurs exemples sur la gestion des dosages de la méthadone, l'usage de substances psychoactives complémentaires ou la redistribution du matériel de réduction des risques, par exemple.
La présentation d'une étude de Madame Aïcha Sol a été réalisée au sujet des motifs d'arrêt du traitement de substitution aux opiacés et de l'évolution de la consommation chez les patients perdus de vue au CEPIAD, qui identifie divers motifs de sortie du programme TSO, qu'ils soient volontaires ou non, notamment la précarité financière, la vulnérabilité sociale, l'indisponibilité du traitement hors de Dakar, mais aussi l'inaccessibilité de la méthadone en cas d'incarcération, la durée du traitement qui peut être jugée excessive, la crainte des effets indésirables, entre autres. Et qui identifie également des trajectoires des personnes perdues de vue qui sont complexes et différenciées. Certaines continuent de consommer, d'autres ont arrêté, et ont donc également soit réduit, soit interrompu leur traitement. Ces deux présentations, finalement, indiquent que, de la même façon que les usagers de drogue gèrent leur consommation et les potentiels effets néfastes de celle-ci, ils intègrent le vécu de contraintes dans le suivi des traitements proposés, développent des stratégies de gestion de ces traitements, éventuellement parfois de détournement de ceux-ci, et peuvent manifester des attentes qui peuvent être en décalage avec ce qui leur est proposé. Ils mettent ainsi en évidence qu'ils ne sont pas des acteurs passifs, ni de leur consommation, ni de leur traitement. Ils éclairent des tensions entre savoir d'expérience et savoir médical et invitent de nouveau à considérer la réduction des risques en fonction des contextes locaux et des vécus individuels et collectifs, et à co-construire les stratégies de réduction des risques avec les communautés pour les rendre plus adaptées. La seconde présentation de Madame Aïcha Sol a été celle d'une étude réalisée au sujet des acquis, contraintes et défis pour la continuité des services du CEPIAD, qui identifie et analyse également les facteurs institutionnels favorisant et limitant la prise en charge des usagers de TSO. Les résultats indiquent que si la majorité des patients confirment que l'usage de la méthadone a transformé leur vécu de manière positive, au niveau familial et économique notamment, cependant, des défis sont identifiés quant à la rétention des usagers dans le programme et aux nouvelles inclusions. En cause notamment la fin de la gratuité de certains services en lien avec la fin de certains financements internationaux, les problématiques de suivi personnalisé et de sortie des traitements, ainsi que la dégradation des conditions d'infrastructure qui peuvent réduire l'accès aux activités de réduction des risques et d'addictologie. Et enfin, pour finir, les deux présentations de Côte d'Ivoire ont étudié le rôle des parents dans la prise en charge de leurs enfants usagers de drogue. Une présentation d'une étude menée par Dr Logon Albert Thierry Jaco s'est intéressée au retentissement psychosocial de l'usage de drogue chez les parents d'adolescents pris en charge à la Croix-Bleue d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, les résultats révèlent qu'il prend 4 formes, émotionnelles, sociales, spirituelles et économiques, et suggèrent que les parents des usagers de drogue devraient être inclus dans le cadre d'une prise en charge holistique de l'usage de drogue afin d'en améliorer l'efficacité. Et une présentation réalisée par Ange Mathieu Adou va également dans ce sens et identifie l'implication parentale comme un facteur de succès de l'injonction thérapeutique dans la mesure où les patients dont les parents sont davantage impliqués interrompent moins le traitement que leurs homologues dont les parents le sont moins. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour cette synthèse très complète. Je vais donner maintenant la parole au docteur Roger Zerbo, qui est enseignant-chercheur en anthropologie, directeur adjoint du Centre national de la recherche scientifique et technique à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il va nous faire la synthèse de la session politique des drogues et dispositifs juridiques et sanitaires. Merci pour la parole. Je profite aussi exprimer mes remerciements aux organisateurs de m'avoir associé à cette importante activité scientifique, aussi pour le partage d'expérience. Donc, je renoue avec les forats auxquels j'étais habitué il y a une dizaine d'années. Merci. Donc, je m'en vais faire le point juste de la session 3B intitulée Politique des drogues et dispositifs juridiques et sanitaires. Une session modérée par le docteur Ibrahim Ndiaye, rapportée par moi-même. Donc, l'idée de la session a exploré principalement les stratégies de traitement des addictions à la drogue, ainsi que les processus de modification des lois sur les drogues, en vue d'un passage des approches plus répressives à la lutte contre le trafic, la consommation des drogues, à des options plus globales et humanisantes. Donc, la session a bénéficié de 4 communications, dont 2 ont été présentées par M. Mohamed Diop. Donc, je m'en vais rendre compte dans un ordre pour lequel il avait été programmé.
Alors, la première session, la première communication est intitulée « Les stratégies des usagers de drogue face à la répression au Sénégal ». Donc, le propos consistait à décrire et analyser les stratégies d'action des usagers du cannabis pour faire face à la répression. Donc, M. Diop fait remarquer que l'usage du cannabis est un peu banalisé par les usagers, mais peu toléré par la société sénégalaise. La consommation de la drogue est associée à une forme de marginalité sociale et de stigmatisation des usagers, qui sont pour la plupart des polyconsommateurs de drogue. Il rappelle que le Code des drogues au Sénégal, qui prend racine dans les ratifications des conventions internationales, a des dispositions répressives plus importantes et toujours en vigueur au Sénégal. Donc, les usagers du cannabis sont organisés dans des groupes et fréquentent des espaces sociaux de consommation. Et ce qui les préoccupe plus, c'est surtout l'évitement des sanctions pénales dans un contexte criminalisant. Et pour cela, les usagers adoptent des stratégies de camouflage de leur identité de consommateurs. Ils régulent leur présence dans les zones d'approvisionnement. Et en plus, M. Diop fait remarquer que les usagers, dans leur stratégie, observent des règles d'hygiène et de soins corporels pour éviter des soupçons. Donc, le sutra que l'auteur a relevé dans ses travaux, c'est-à-dire la discrétion ou la maîtrise des soins, est une ressource culturelle mobilisée par le consommateur pour se prémunir des sanctions pénales et l'exclusion sociale. En cas d'arrestation, justement par les forces de sécurité, les usagers de cannabis négocient leur libération moyennant quelques billets de banque, ce qui laisse percevoir une disparité dans l'application des lois. M. Diop affirme aussi qu'on constate malgré qu'on constate de nouvelles réglementations sur les drogues au niveau mondial, au nom de la santé publique et en lien avec la promotion des droits humains, on déplore qu'aucun progrès n'est perceptible dans ce sens à l'échelle du Sénégal. Il conclut son propos en disant que les attitudes des usagers de cannabis montrent leur volonté à se maintenir insérés socialement et respectables moralement. L'interdit du cannabis est bien intériorisé par les consommateurs, ce qui justifie leur positionnement, mais aussi les ajustements comportementaux auxquels on assiste. Donc, il enchaîne, la deuxième communication aussi est prononcée par le même auteur, M. Mohamed Diop. Donc, dans ce propos, c'est intitulé Centre thérapeutique au camp de redressement, un lieu de traitement des usagers du cannabis au Sénégal. Donc, M. Diop montre au Sénégal les recours locaux traditionnels pour le traitement des troubles mentaux sont ouverts aux usagers de drogue, notamment de cannabis, dans les centres éducatifs, religieux et thérapeutiques, placés généralement sous l'autorité des marabouts. Il s'agit particulièrement, sa recherche a porté principalement sur le centre de Tabor, créé en 1990 par un marabout et chef religieux domicilié dans la région de Ziguinchor. Pour les deux communications, c'est une étude anthropologique qu'il a menée dans le cadre d'un travail de thèse sous la direction de Alice Teclo. Et il l'a menée à travers des observations, des discussions avec des malades qui sont dans un état plus ou moins stable, à même de maintenir une discussion, des observations directes d'immersion. Il révèle que la plupart des individus rencontrés, notamment une trentaine, y avaient été conduits par leur famille à cause des troubles psychiatriques et relationnels liés plus ou moins à la consommation du cannabis. Il a pu décrire les pratiques en vigueur dans les centres de traitement des malades mentaux liés au cannabis et analyser les perceptions de ces centres. Selon le marabout, justement à travers ses recherches, le cannabis est susceptible de provoquer 4 types de folie en fonction des modes de consommation, la fréquence et la qualité. Les traitements combinant la médecine traditionnelle, les traitements combinent la médecine traditionnelle et la médecine moderne, sont parfois individualisés et définis par la nature du déficit mental. Dans ces recherches, ces observations montrent que la cure de désintoxication consiste à recourir à l'usage de décoctions de plantes, de l'encens, qui consiste, de l'encens qui consiste à réchauffer le corps du patient et à le faire travailler, et la sueur qui fait sortir la drogue du corps du consommateur. En termes de traitement, au niveau des centres, toujours de traitement maintenus par les marabouts, ils procèdent également à des isolements des malades, l'utilisation de fer au pied pour éviter la fuite
des agissements violents et pour aussi les éloigner du cannabis. Les discours des marabouts, principalement en charge de traiter les patients addicts au cannabis, évoquent une forme de sacralisation du corps humain qui est fait et qui ne doit pas être souillé par la drogue. Et qui les incite justement, consommateurs, à travailler et à la dévotion religieuse pour pouvoir restaurer cette sacralité du corps. Certains marabouts organisent des activités collectives impliquant les familles pour favoriser la resocialisation des consommateurs. Il fait remarquer également que les consommateurs de cannabis admis dans ces centres ne se considèrent pas comme des fous. Donc ça, c'est une problématique à prendre en charge. Et il constate également que le système traditionnel fonctionne en marge du système de santé officiel, mais qui offre des soins non conformes, mais qui arrivent quand même à soulager les malades, les personnes addictes à la drogue, notamment le cannabis. Donc, la troisième communication est présentée par Dr So, Koudia So, j'espère que je prononce bien. Donc, le propos de Koudia So consistait à décrire les activités innovantes liées au RDS et RDR au sein du CEPIAD au niveau politique, stratégique et opérationnel et présenter les motifs de décalage entre le niveau opérationnel et institutionnel. Elle a commencé par rappeler qu'une expertise est disponible, notamment en matière de recherche pluridisciplinaire et de mobilisation communautaire, issue de la lutte contre le VIH qui peut être mobilisée. De son constat, la mise en place du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar en 2014 et l'élaboration d'un premier plan stratégique par le comité interministériel de la drogue constitue un tournant majeur dans la lutte contre les drogues au Sénégal. Le CEPIAD a été mis en place pour proposer une réponse aux addictions à la drogue parce que la consommation comporte des risques infectieux liés au VIH et développer une prise en charge communautaire des usagers de drogue pour comprendre les vécus des addictions. La mise en place des politiques nationales en matière de drogue respectueuses des droits humains et de santé nécessite l'implication de son point de vue des gouvernements, de l'élaboration des plans stratégiques, la création des services de programmes de prévention et de prise en charge. En plus aussi, la formation des personnels de santé, des services judiciaires, des forces de l'ordre et surtout une mobilisation de la société civile. Les actions telles que la formation sur les RDR, la réduction des risques et l'addictologie, diverses interventions auprès des forces de l'ordre, les hommes de loi, les personnes usagers de drogue, ont favorisé surtout l'évolution des perceptions et des pratiques liées aux drogues qui jusque-là étaient centrées sur la répression et en faveur d'une approche plus empathique. Les enquêtes ont été menées de 2019 à 2023 et ont relevé un sentiment de malaise, de honte, d'inefficacité, d'impuissance des acteurs de lutte contre la criminalisation de la drogue, qui sont témoins principalement des souffrances familiales auxquelles les usagers sont confrontés. En plus des épuisements constatés chez les forces de l'ordre, les tribunaux sont submergés par les affaires liées à la drogue. Elle poursuit son propos en disant que les innovations institutionnelles de lutte contre la consommation des drogues peinent à avoir le jour par l'insuffisance de coordination des actions, l'insuffisance de coordination entre les acteurs de terrain, le faible financement et la faible responsabilisation des acteurs de la société civile, mais aussi les difficultés d'accès au financement au niveau mondial pour les plans d'action stratégiques. Alors, elle poursuit en disant surtout que les stratégies innovantes de lutte contre la consommation de la drogue sont pensées et les compétences sont disponibles pour mettre en place. Toutefois, le manque de financement autonome, surtout, est une contrainte majeure à régler. Sur le terrain, la saisie des drogues et les interpellations des individus sont de plus en plus récurrents et augmentent de jour en jour. Dr So exprime sa conviction qu'il est donc nécessaire de prendre des décisions urgentes pour une réponse adéquate aux besoins des usagers de drogue.
La dernière communication, la dernière communication a été présentée par le docteur Ronsard Pomayao de la Côte d'Ivoire, qui a partagé son expérience liée à la révision des textes de loi sur la lutte contre le trafic et la consommation des drogues en République de Côte d'Ivoire, qui datait de 1998. L'objectif de cette communication est de présenter le processus de réforme et son impact en Côte d'Ivoire. Pour faire face efficacement au fléau de la drogue, la République de Côte d'Ivoire a entrepris une série de réformes majeures sur la réglementation relative à la drogue en vue de corriger les lacunes et améliorer son impact. Il rappelle la liste des conventions internationales sur les substances psychoactives, le trafic illicite de drogue que la Côte d'Ivoire a ratifié et donc qui ont été traduites dans les lois au niveau national. Les faiblesses de l'ancienne loi fait face à la lutte contre la drogue ont été analysées pour déboucher sur des alternatives à l'emprisonnement, une approche plus humaine, une harmonisation de la loi avec les dispositions régionales et une coopération internationale plus efficace. La démarche a suivi un processus inclusif, des ateliers de sensibilisation, des plaidoyers, des lobbies, et de son point de vue, le pari de la révision de la loi adoptée le 13 juin 2022 a été gagné, ce sont ses propos, a été gagné à l'usure, et il reste à présent le défi d'élaborer des décrets d'application. Les avancées de la loi sont principalement perçues dans certaines dispositions telles que l'utilisation de concepts tels que la lutte contre la drogue plutôt que la répression, la réduction de la peine de 1 mois au lieu de 3 ou 3, l'usager de drogue fait l'objet d'une injonction thérapeutique ou soumis à des travaux d'intérêt public. Des peines plus lourdes sont prévues pour les acteurs impliqués dans le trafic. Et en plus, les activités de réduction des risques sont intégrées dans la pyramide sanitaire. Il rappelle néanmoins qu'il y a des défis qui subsistent, notamment faire des recherches pour adapter les réponses à la drogue aux besoins des usagers, mobiliser davantage de financement pour la réduction des risques intégrés dans la pyramide sanitaire. En parlant de l'impact de la réforme de cette loi, il rappelle que cet outil devient un élément de communication en matière de politique publique de santé, aussi une stratégie de mobilisation des fonds pour la Côte d'Ivoire, mais aussi un outil de visibilité, de marketing, pour faire parler des réalités de la drogue au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau international. Donc, à la faveur de la loi réformée, les activités de RDS sont de plus en plus aisément organisées pour suivre les utilisateurs de drogue dans le fumoir et aussi leur apporter des soins. En adoptant une approche équilibrée selon le propos et intégrant la réduction des risques et les alternatives d'emprisonnement, la révision de la politique des drogues marque un tournant majeur pour la Côte d'Ivoire qui témoigne de son engagement envers les droits humains. Cependant, les défis demeurent toujours. Donc, la session a fait l'objet de discussions. On va rappeler juste quelques points. Les questions, des commentaires, des partages d'expériences ont aussi été à l'ordre du jour. Notamment que la recherche doit développer davantage des approches adaptées au contexte à partir des données probantes, avec un effort de contextualisation des réponses. Ensuite, prendre conscience du coût élevé de la lutte contre la drogue, donc mener des études économiques dans ce sens, mais aussi le coût de traitement de substitution. Ensuite, il faut connaître la proportion des UD atteints des troubles psychiatriques pour pouvoir mieux organiser leur prise en charge. S'inspirer du modèle de VIH pour faire évoluer les lois, notamment en ce qui concerne la lutte contre la drogue. Un autre point aussi, c'est que la lenteur institutionnelle de la réforme des lois sur les drogues est due surtout au manque de volonté politique pour faire bouger les lignes. Du point de vue de la loi, c'est sorti dans les discussions au Sénégal, les activités RDS sont des infractions. Elles sont plus tolérées en réponse au fléau de la drogue, qui est une évidence sociale et aussi une évidence sanitaire. Les pistes de réflexion, les pistes de recherche aussi sont à dégager. 6 pistes. Premièrement, analyser les perceptions des usagers de cannabis de drogue et les offres de soins qui leur sont adressées.
mener des recherches sur la création des interfaces entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle pour la prise en charge des usagers de drogue. Ensuite, la tendance est d'instaurer l'injonction thérapeutique comme alternative à la défense trafic, mais cette initiative doit faire l'objet d'évaluations systématiques pour montrer des évidences. Faire des études sur la contribution et l'efficacité des centres de redressement pour le traitement des utilisateurs de drogue. Faire des études sur les enjeux de la transformation des politiques publiques en matière de drogue au niveau régional. Ensuite, conduire des recherches en vue de proposer des réponses humaines et adaptées aux usagers de drogue selon le contexte. Donc voilà, j'ai été long, mais c'est la synthèse de la session. Merci beaucoup pour cette synthèse très exhaustive. Je vais maintenant donner la parole au docteur Tilian Doye, enseignant en socio-anthropologie à l'UCAD au Sénégal. Il va nous faire la synthèse de la session genre, intersectionnalité et diversité. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Donc, je suis très heureux de vous faire le résumé de la session 8A, donc sur genre, intersectionnalité et diversité. C'était une session modérée par Monsieur Pape Amadou Dem, autour de 5 communications présentées qui portaient sur 4 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, et qui renvoient à la drogue comme facteur de vulnérabilité et d'exclusion. Les communications ont essentiellement porté sur les femmes qui apparaissent dans nombre d'autres études comme invisibles. Alors, la première étude de ENDA Santé a été présentée par M. Sidi Mokhtar Ndiaye et portée sur les caractéristiques sociodémographiques et vulnérabilité des femmes usagères de drogue à Dakar et sur la Petite Côte. Cette étude revisite la vulnérabilité des femmes usagères de drogue avec l'objectif de décrire les caractéristiques sociodémographiques et biologiques et la consommation des femmes usagères de drogue à Dakar et sur la Petite Côte. Les coûts importants supportés, les pratiques de prostitution, les types de violences, les séjours en prison sont des éléments qui accroissent la vulnérabilité. Le défi de la réinsertion sociale et des besoins spécifiques à prendre en charge se pose sans compter le poids de la stigmatisation. L'aide, notamment financière, de l'entourage est également centrale. La deuxième présentation a été celle de Dr Angèle Ouraga de la Côte d'Ivoire, qui a fait une communication sur genre et drogue dans le milieu du transport en commun à Abobo, rôle des femmes et des filles commerçantes. Elle s'est penchée sur le genre et drogue et décrit le rôle donc des femmes et des filles dans la consommation des drogues et des acteurs dans le milieu du transport en commun privé des minicars appelés BACA. L'étude met en évidence la participation des filles et des femmes à la commercialisation de produits licites autorisés sur le site, mais aussi de produits illicites. Le rôle des femmes commerçantes participe à la polyconsommation des nyangro. Ils sont en fait les apprentis, comme on les appelle ici, qui facilitent les entrées et les sorties des cars qui transportent les passagers. Donc, cela montre en fait l'invisibilité sans doute des femmes dans le cadre de la circulation de la drogue, mais cette étude montre vraiment que les femmes participent et construisent comme des carrières de marginalité, mais aussi des carrières aussi d'affirmation où on passe de junior à senior en fonction de ce qu'on fait dans le milieu de la circulation de la drogue. Alors, la troisième communication a porté sur briser les barrières de santé, l'impact du projet de parole autour de la santé sur l'accès aux soins des femmes usagères de drogue à Abidjan et a été présenté par Dr Félicien Tia. Cette communication présente une expérience de l'association Parole autour de la santé qui part de constats sur les vulnérabilités, prostitution, grossesse et met en lumière l'impact d'un projet novateur qui a visé à améliorer l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH-IST pour les femmes usagères de drogue précaires à Abidjan à travers la responsabilisation des pères éducateurs.
Donc, cette présentation a mis en lumière l'efficacité de l'approche par pair éducation qui permet des résultats tangibles malgré un environnement répressif. La présentation montre que malgré le travail de l'association, des défis se posent pour un soutien continu à cette approche pour surmonter les difficultés persistantes liées à l'accès aux soins de santé pour cette population vulnérable. La quatrième présentation et l'avant-dernière, c'est à porter sur les drogues et réponses sensibles au genre au Sénégal et a été faite par Dr Rose-André Faye. Elle s'est penchée sur différents profils de femmes usagères de drogue. Ce qui ressort, c'est que les aspects spécifiques du genre sont souvent négligés et les femmes, souvent minorisées, y voient rarement leurs besoins pris en compte, d'autant que les trajectoires intersectionnelles sont une caractéristique majeure de cette catégorie. Les résultats montrent la nécessité d'ouvrir les services à des usagères d'autres substances en répondant aux besoins spécifiques des femmes, de mener des recherches supplémentaires pour adapter les interventions et mobiliser des financements pour des approches plus efficaces permettant d'améliorer l'accès aux soins des femmes. Elle se considère comme ayant peu de pouvoir et peu accès à la parole. Donc là, on voit des trajectoires de clandestinité et d'invisibilité. Elle appelle à une approche plus gender responsive, voire plus gender transformative. Elle appelle à une déconstruction, je n'allais pas le dire, mais je vais dire. Elle appelle à une déconstruction du modèle basé sur la centralité du masculin. Donc, donc c'est une critique du masculin. Et la dernière présentation qui portait sur Drogue et l'autre, l'usage féminin des substances aphrodisiaques en Afrique de l'Ouest, présentée par Dr Francesca Mininen, se fonde sur des enquêtes qualitatives conduites au Togo et au Ghana pour s'interroger sur la diversité des substances qui circulent, ovules, gels, liquides et poudres, la variabilité des effets et le sens donné à leur utilisation, médicaments, cosmétiques, objets marchands et potions d'amour, pouvant exercer un contrôle spirituel et ferrer le conjoint ou le partenaire, on se retrouve en plein cœur de produits de désir et de domination vis-à-vis du partenaire. La consommation sexualisée des substances psychoactives permet d'évoquer la place de divers produits dans la sexualité et les motivations rapportées, plaisir, libido, confiance, et l'importance de développer ces aspects dans les programmes de RDR sensibles au genre en Afrique. Les pratiques décrites autour de l'ethnographie de la vente et des conseils qui proviennent d'une mondialisation circulatoire autour de la sexualité gagneraient à être mieux connues. L'intérêt de toutes ces communications a été de montrer qu'elles sont bien là en tant que consommatrices et distributrices dans le transport et dans le milieu festif. Mais elles souffrent de plusieurs formes de stigmatisation qui les excluent de l'accès aux services tout autant qu'elles les exposent à des formes de vulnérabilité. Mais on a aussi découvert que la drogue, notamment utilisée par des femmes dans des contextes intimes, est aussi source de pouvoir, de domination sur les hommes. L'usage de la drogue pose donc un défi au plan social, exclusion sous différentes formes. La notion de carrière au sens de Becker trouve ici toute sa pertinence puisque les pratiques s'inscrivent dans une socialisation au sein d'un environnement où la drogue est utilisée occasionnellement, mais aussi de façon plus continue. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette synthèse très claire. Je vais donner maintenant la parole au docteur Koudiasso, qui est médecin anthropologue, responsable de l'équipe de sciences sociales au CRCF à Dakar. Elle va nous faire la synthèse de la table ronde sur les expériences et priorités de recherche en sciences sociales. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, je vais vous faire rapidement la synthèse. Donc, cette table ronde avait 3 questions. La première, c'était vraiment de dire, à partir de vos recherches et des expériences, quels sont les thèmes qui vous semblent prioritaires dans votre domaine de discipline. Il y avait divers participants à cette table ronde, à la fois des cliniciens,
mais aussi des chercheurs spécialisés sur les aspects juridiques et des experts communautaires, ainsi que des professeurs en addictologie ou tout simplement des acteurs en santé communautaire. Donc d'abord, les premières thématiques concernent globalement les thématiques autour de la santé publique et des aspects juridiques. Donc les participants ont rappelé l'importance d'approfondir les notions d'usagers de cocaïne en Afrique, qui semblent assez mal connues, aussi ainsi que le tramadol, notamment l'usage du tramadol chez les professionnels de santé. Ils ont aussi parlé de l'importance d'approfondir l'usage de nouveaux produits de drogue chez les MSM ou les adolescents, dans le cadre de pratiques telles que le chemsex. L'importance d'évaluer un modèle de RDR adapté aux réalités africaines, avec notamment le fait d'aller dans les festivals ou des événements religieux. Les addictions aux jeux sont aussi un domaine qui n'est pas très investigué. La question des zones minières, les drogues en prison, mais également des méta-analyses au niveau régional, les protocoles de prise en charge adaptés aux réalités africaines, les aspects pharmacologiques avec les nouvelles substances notamment, mais aussi des aspects sur le coût, l'analyse des coûts et l'efficacité de la mise en œuvre de la répression et globalement la possibilité d'analyser les politiques criminelles de dépénalisation et de décriminalisation, le cadre juridique de l'injonction thérapeutique, mais aussi tout ce qui concerne l'impact de la répression sur le système pénitentiaire et les droits des détenus. La deuxième thématique était les thématiques, je dirais, de plus ces aspects un peu, d'autres aspects communautaires, notamment sur les questions de stigmatisation, sur l'acceptabilité dans certaines communautés, notamment au Burkina Faso, dans des pays où les traitements subtils ne sont pas encore disponibles, et comprendre les barrières de l'inaccessibilité, mais également les cartographies des interventions pour les pays qui ont signé des accords au niveau international mais qui ne respectent pas leurs engagements. Et aussi, en dernier, d'analyser le poids de la médecine traditionnelle, également un phénomène drogué sans addiction. Dans des thématiques en sciences sociales, l'ethnographie de la consommation de drogue, l'histoire des drogues, les thérapies des aiguilles sur l'addiction, le rapport entre sevrage et guérison, et puis des consommations professionnelles, on nous parle des chauffeurs, des routiers, des sportifs, des jakartamens, du tourisme. Toujours ces aspects sur les jeunes consommateurs, mais également sur les talibés, notamment autour des solvants psychoactifs, les drogues et santé mentale, ainsi que les dispositifs d'urgence de référence dans les centres antipoison, mais également les fondements médicaux des messages de prévention. Après, sur les aspects méthodologiques et les collaborations qui sont importantes, je pense que là, dans les approches, il y a eu plusieurs grandes qui ont été partagées, plusieurs grandes approches. C'est la transdisciplinarité, à la fois juridique, sociale et biomédicale, pour aussi la modélisation des réponses, les comparaisons nord-sud, multidisciplinarité, recherche, action ou opérationnelle, avec toujours dans toutes les recherches l'implication des médiateurs, le renforcement de la collaboration nord-sud, mais également sud-sud et sous-régional, et avec l'approfondissement des facteurs liés à l'identité, la race, le genre, la classe sociale, les vulnérabilités, toujours dans une perspective également de décolonisation, de la recherche. Alors, les derniers points, c'est finalement quels sont les programmes et perspectives de soutien à la recherche. Sur ça, il y a eu dans cette partie-là, différents partenaires ont participé, tels que le représentant du ministère de la Recherche, de l'OAS ou de Expertise France ou de ICI Santé. Et donc là, il y a eu 4 grandes pistes qui ont été partagées. Donc déjà, celles du Fonds mondial, qui sont plutôt des sources domestiques,
mais qui sont octroyés avec une possibilité pour les gens d'aller avoir des financements à travers ça, des études biocomportementales. Deuxièmement, Expertise France qui a expliqué qu'il avait des financements qui avaient accru sur les questions de drogue toutes ces années-là et qu'il était possible d'aller de proposer des protocoles de recherche, notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis l'OAS a présenté également des possibilités de soutien à travers 3 programmes qui sont ici, il faut le dire, accessibles à travers le ministère de la Santé. Et le directeur de la recherche nous a présenté aussi des perspectives pour le Sénégal à travers un Conseil national de la recherche et l'Observatoire de la recherche. Donc voilà un peu quelques grandes lignes sur des synthèses sur cette stratégie qui s'étudie sur les perspectives de recherche et les thématiques prioritaires. Merci. Merci beaucoup, Dr Koudia, pour cette synthèse très complète. Merci à tous et bravo pour la qualité de vos synthèses. L'exercice n'était pas facile étant donné la grande diversité des thématiques et des présentations. Si nous avons le temps, nous allons... non, nous n'avons pas le temps pour deux questions, non. Pour une question. Alice nous accorde une question. Donc, il y a une question à poser. Bon, alors, s'il n'y a aucune question, merci beaucoup à tous et merci encore à nos intervenants.